tout le monde, c'est Lise, je vous retrouve aujourd'hui pour un update lecture. Le premier livre que j'ai à vous présenter est un peu spécial pour moi car il s'agit du roman qui m'a donné le goût pour la lecture. Il s'agit de Cœur d'encre de Cornelia Funke. Alors oui, c'est le tome en anglais, donc Inkheart. Il fait partie en fait du set que vous voyez souvent ici, que j'ai déplacé parce que du coup j'ai dû rentrer d'autres livres dans ma bibliothèque et que j'ai déplacé juste ici. Donc il y a le tome 2 et le tome 3 qui m'attendent. J'ai également le tome 1 en français qui est juste ici. J'ai pas les autres tomes en français dans ma bibliothèque, il faudrait que je me les procure. Et du coup voilà, je l'ai lu en anglais pour vraiment compléter voilà, ma passion pour ce roman au maximum. Il faudrait que je lise en allemand. Mais c'est prévu, mais dans un futur un peu lointain, quand j'aurai repris mon allemand et que je me serai procuré bien sûr le premier tome en allemand. Ce que j'aime particulièrement dans ce roman, c'est qu'en fait déjà la couverture c'est la même que celle avec laquelle je l'ai lu quand je l'ai découvert pour la première fois, que je l'ai pioché dans ma bibliothèque, la bibliothèque de mon village, et c'était exactement la même couverture. Donc c'est génial en fait de le retrouver pour cette édition anglaise. Donc c'est les éditions Scholastic, je sais pas du tout si je le dis correctement. Ce set de 3, donc ce set de la trilogie, je l'ai acheté il y a longtemps sur Amazon. Je sais plus, je pourrais pas vous mettre le lien, je me rappelle plus du tout quel était le vendeur. Et ça allait, en fait j'avais... Ce qui me faisait le plus peur, vous savez, c'est que le dos soit cassé et ce n'est pas le cas. Donc c'était... Voilà, c'était vraiment bien. Et ce que j'ai adoré aussi, c'est que j'ai... Pas une dédicace, mais enfin on a cette petite chose en fait à la fin de chaque tome. Donc c'était un vrai bonus. Cœur d'encre nous raconte l'histoire d'un père et de sa fille qui aiment tous deux la lecture. Mo est un relieur qui a transmis sa passion à sa fille. Il lui a fait découvrir les romans tout jeune et depuis elle ne les a plus lâchés. Et une nuit, le roman il commence, une nuit nous avons un étranger qui arrive à la maison, il se dit s'appeler Doigt de poussière et nomme Mo d'un drôle de nom, il l'appelle Langue magique. Maggie est perdue, elle ne sait pas vraiment ce qui se passe, qui est cet homme dont le visage est balafré, qui est suivi par une sorte de petit animal un peu étrange. À la suite de la visite de Doigt de poussière, le monde de Maggie est bouleversé. Elle va découvrir que les livres ne sont pas juste des mots couchés sur le papier, qu'ils sont remplis de magie et que certaines personnes arrivent à les faire vivre simplement en les lisant à haute voix. Je n'ai que des bons points à dire sur ce roman, vous vous en doutez, parce que c'est mon tout premier coup de cœur. Ce livre, il m'a touchée, voilà, surtout pour la passion des livres qu'il transmet en fait au lecteur. Même quelqu'un qui n'a pas l'habitude de lire souvent, après avoir lu ce roman, il va avoir un autre regard, je pense, sur la lecture. Déjà d'un point de vue écriture, il est vraiment très bien ficelé. L'histoire se lit facilement et rapidement. Pour ceux qui commencent à lire, que ce soit des jeunes enfants ou des jeunes adolescents, ce livre il est parfait parce que non seulement il y a plein de clins d'œil à différents types de lectures qui sont plus ou moins connus, que ce soit Le Magicien d'Oz, Alice au Pays Merveilles, La Petite Fille aux Allumettes, Aladdin... il y a aussi Peter Pan il me semble. En tout cas il y a plein d'allusions à différents romans populaires. Aussi il est très bien en fait pour commencer la lecture parce qu'on a une approche de la lecture en général qui est très bien exploitée. On a le lecteur naïf avec Maggie, on a le lecteur assidu ou un peu fou avec Aliénor. On a le Mo qui est relieur, donc qui a un regard plus professionnel sur le livre mais aussi très doux et très passionné. On a aussi le lecteur qui bégait. On a différents types de points de vue qui viennent étoffer, on va dire, un regard sur la lecture que l'auteur veut nous transmettre. J'ai oublié aussi de mentionner un auteur, donc celui qui a écrit Cœur d'encre. Ce n'est pas Cornelia Funke. En fait, je vais faire juste une petite parenthèse sur ce roman. Ce livre, c'est un peu comme une mise en abîme. En fait, Cœur d'encre est donc Cœur d'encre et il est écrit par un autre auteur. C'est un peu compliqué comme ça à vous l'expliquer, mais dans le film il illustre très bien. C'est plus facile d'ailleurs à le comprendre dans le film parce que du coup on n'a pas le lien avec Cornelia Funke qui est fait directement. Quand vous lisez le livre, c'est un peu plus compliqué parce que du coup vous lisez un livre d'un auteur sur le même livre mais d'un autre auteur. Voilà, c'est un petit peu compliqué. Mais voilà, on a aussi le regard de l'écrivain, de celui qui a écrit ce livre de toutes pièces du début jusqu'à la fin. Bien sûr, le roman spécifié dans le roman est autre chose, c'est un autre monde complet. Cœur d'encre, c'est sur Cœur d'encre. Donc par rapport à ça justement, j'ai juste un tout petit regret, c'est que j'aurais aimé que Cornelia Funke écrive
pas une préquelle, mais en tout cas une petite nouvelle pour nous parler de Cœur d'encre qui est fait mention dans le roman. Le livre en fait où nous retrouvons donc Capricorne, Basta, Doigt de poussière, l'ombre, toute l'histoire très fantasy qu'il y a qui est fait mention en fait dans ce roman. On a un bref aperçu bien sûr à un moment donné dans les autres tomes, mais j'aurais bien aimé avoir l'histoire complète pour savoir vraiment jusqu'où elle pouvait exploiter le monde dont elle nous fait mention en fait dans ses livres. Terminé sur ce roman parce que sinon je vais jamais en finir sur pour vous en parler. Je vous dirais que Aliénor est mon personnage préféré pour plusieurs raisons. Déjà pour moi c'est un peu la personne que je voudrais être plus tard, c'est-à-dire que je me vois très bien vivre dans une maison remplie de livres, de différentes langues, différentes éditions, mais vraiment avoir des livres partout, dans toutes les pièces, dans tous les coins de ma maison. Et c'est un peu ça chez Aliénor en fait, on retrouve des livres partout. Dans le film, dans l'adaptation, je trouve qu'il illustre très bien ce personnage. La maison aussi, on voit pas toute la maison, mais on a cette grande maison au bord du lac qui est un petit peu décrépite mais très chaleureuse, très cosy, avec une grande bibliothèque. On a que cet aperçu là en fait au niveau des romans, que cette grande bibliothèque. On n'a pas forcément cette image des livres qui traînent par terre, qui s'empilent à même le sol, qui est dans tous les coins de la maison. On n'a pas cette image là dans l'adaptation, mais dans le livre on l'a énormément. Et c'est vrai que pour moi c'est vraiment l'image d'une lectrice qui a fait son temps, en tout cas qui continue bien sûr à lire, mais qui lit depuis des années, tout ça, c'est un peu... je saurais pas comment vous l'expliquer, mais voilà, pour moi c'est Aliénor, c'est un peu celle que j'aimerais être plus tard en termes de lecture, comment je me situe et tout ça. Et voilà, c'est son caractère, sa passion qui me touche énormément. Le deuxième roman, j'ai mis un temps fou à le lire et en fait pas à me le procurer parce que du coup il était dans un swap. Mais c'est vrai que je me suis jamais intéressée à ce livre, sachant que je l'ai vu dans les librairies, les bibliothèques. Et je l'ai jamais sorti d'un rayon pour le feuilleter, que ce soit juste le synopsis. À chaque fois je voyais la couverture et j'allais jamais vers lui. Mais c'est une grande erreur. Je vous parle donc de Vampire Academy de Richelle Mead que j'ai reçu dans un swap. Alors là aussi c'est une lecture en anglais. Vampire Academy, je pensais vraiment pas l'aimer. J'ai vu l'adaptation en premier, ce qui est dommage quand, voilà, quand vous voulez lire un livre. Et j'avais vraiment peur de ne pas retrouver ce que j'avais vu dans l'adaptation. J'ai adoré le couple entre Dimitri et Rose dans l'adaptation et j'avais peur de ne pas la voir dans le roman parce que des fois il y a tellement de changements qui sont faits entre un livre et l'adaptation sur grand écran que il peut y avoir des détails qui n'apparaissent pas dans le livre. Et là pour le coup je l'ai eu et ce que j'ai encore plus adoré c'est que l'adaptation est extrêmement fidèle au roman, voilà, sur un ou deux petits détails, mais on a quasiment tout le film en fait dans ce premier tome, bah on a tout le film dans ce premier tome et j'ai juste adoré parce que ça me donne encore plus d'envie de voir la suite. Alors dans ce roman nous suivons donc Rose et Lisa Dragomir, donc qui sont en vadrouille au début du roman et ils sont interpellés par les gardes de l'école qui sont venus les chercher et qui les ramènent à l'académie. Lisa est un vampire et Rose est un moitié vampire, un moitié humaine elle est là en fait pour protéger Lisa. Ils sont amis d'enfance et voilà, ils ont un lien aussi un peu particulier et il va y se passer des choses à l'école, tout ça, et ils vont devoir faire face à ces événements. Dans ce livre, j'ai bien aimé le regard qu'il y a sur les vampires, c'était très rafraîchissant, c'est vrai que j'ai pas eu l'occasion de voir ça dans d'autres livres. Pour le coup, ça m'intéresse de voir comment l'auteur le développe dans les tomes suivants. Sinon, que vous dire de plus, c'est vraiment comme l'adaptation. J'ai adoré l'humour de Rose, ça j'ai beaucoup aimé. Lisa m'a beaucoup énervée à des moments, c'est vrai que son comportement, j'aimais pas trop. J'ai bien aimé aussi la façon dont l'auteur en fait nous plonge dans les pensées de Lisa via Rose. C'est un stratagème qui est très astucieux parce que c'est vrai que mêler les points de vue c'est pas évident. J'ai pu m'en rendre compte de moi-même. Et c'est vrai que le fait d'avoir créé ce lien entre Rose et Lisa et de permettre à Rose de voir à travers les yeux de Lisa, c'était plutôt astucieux.
et c'est très innovant aussi parce que du coup on s'y perd pas en fait. On sait quand est-ce qu'on est Lisa et quand est-ce qu'on revient du point de vue de Rose. Je crois que le meilleur point que j'ai à faire sur cette lecture, pour moi, ce serait la relation entre Rose et Dimitri, parce que il y a vraiment ce côté de complet. Ils se complètent énormément. Rachel Mead, j'ai eu l'occasion de la découvrir pour Succubus, sa saga donc avec une succube. J'ai lu que le premier tome et ce qui est drôle, c'est qu'en fait au début j'ai bien aimé son roman. Vers le milieu j'ai eu un peu plus de mal et à la fin je m'étais dit je lirai pas forcément la suite et c'est pile la toute fin, la dernière page qui m'a juste donné la petite étincelle qu'il fallait pour me dire allez il faut que je lise la suite quand même. Et Rachel Mead, c'est vrai que maintenant que j'ai découvert sa plume sans traduction, j'aime beaucoup en fait. Elle a une plume qui est très fluide et qui est très facile à comprendre. L'histoire elle-même est vraiment très bien ficelée. Là encore, elle est construite comme il faut. On ne se perd pas dans la lecture, dans les éléments. Voilà, il n'y a pas de description qui n'en finisse plus. Elle va droit à l'essentiel sans que ce soit trop rapide. Et j'ai vraiment apprécié ça pour l'histoire. Vampire Academy, je pense réellement me procurer la suite et vraiment la lire jusqu'au bout parce que je sais pas, il y a quelque chose dans cette saga, même si c'est sur les vampires, même si c'est assez pas typique parce qu'on a quand même pas mal de détails rafraîchissants sur le genre. C'est quelque chose, je sais pas, j'ai envie de revenir dessus, j'ai envie de voir comment ça va évoluer, comment elle va pouvoir nous faire découvrir d'autres choses sur le côté vampirique. Et avant de vous quitter pour un autre roman, je voulais juste revenir sur l'édition parce que je la trouve très belle. C'est vrai que les éditions françaises m'attiraient pas beaucoup, mais les éditions anglaises sont magnifiques et en plus il y a un point que j'aime beaucoup, c'est que l'image en elle-même ne change pas, mais en fait la couleur si. Et j'ai vraiment envie de voir ce que ça va donner quand ça va être aligné dans ma bibliothèque, juste aussi pour ça en fait que j'ai envie de la continuer. Et il y a autre chose aussi qui m'intéresse par rapport à cet auteur, c'est qu'elle a fait une saga qui s'appelle Bloodlines, qui apparemment, je ne vais pas non plus trop m'avancer, qui aurait inspiré la série aussi du même nom, Bloodlines, où là c'est une ancienne flic qui commence à perdre en fait sa vision et elle va tomber sur un vampire, il va l'aider dans ses enquêtes parce que du coup elle est devenue détective privée, bref. Et j'aimerais bien voir ce que ça donne en fait en livre, donc je pense aussi me procurer cette saga là. Mais Rachel Mead, ça a l'air d'être un auteur très prometteur. Le troisième roman dont je vais vous parler a été une lecture très difficile. Il s'agit de Cimetière de Stephen King que j'ai lu pour l'occasion de la sortie de l'adaptation. Le Vampire Academy et Cimetière, c'était des lectures communes sur mon groupe de lecture, vous avez le lien dans la barre d'informations. Alors, ce roman, j'ai vu l'adaptation, mais la très vieille adaptation qui a été faite, et j'avais trouvé ça un peu plus effrayant que ça. En fait, je m'étais vu les deux adaptations en même temps. J'avais commencé par ça, que j'avais trouvé un peu pathétique vu, l'ancienneté des effets spéciaux. Et ensuite, j'avais enchaîné sur Cimetière. Et là, il y avait eu un petit peu plus de suspense, un peu plus de frayeur. Et j'avais bien aimé. Et c'est vrai que quand j'ai vu que l'adaptation sortait, quand je me suis procuré donc ce roman aux Utopiales la première année de mon bénévolat, c'est vrai que je m'étais dit je vais le lire, ça va être génial, j'ai retrouvé l'histoire, tout ça. Et en fait j'ai oublié que Stephen King il aimait bien faire traîner les choses, il aimait bien charger ses descriptions au possible. Et j'ai eu du mal à le lire celui-là. Dans Cimetière, nous suivons donc le déménagement d'une famille qui arrive dans une petite bourgade du Maine qui s'appelle Ludlow. Cette petite bourgade est un peu particulière car non seulement il y a un cimetière des animaux à proximité de leur maison, mais ils sont également juste à côté d'une route sur laquelle circulent énormément de camions à grande vitesse. Et voilà, vous vous en doutez, hein, tout le monde le sait. Si vous habitez près d'un endroit où il y a énormément de circulation et que vous avez des animaux, c'est risqué. Et donc il va se passer pas mal de choses dans la famille, pas mal d'événements atroces qui vont être vraiment liés à ce cimetière à proximité. Et voilà, je vous en dis pas plus. J'ai quand même quelques bons points évidemment pour cette lecture. Mais voilà, vous en doutez, j'ai le premier tome de ça, je l'ai arrêté d'ailleurs, il est toujours ici, mes livres en cours ils sont là. Je l'ai pas repris, mais je pense que je vais faire comme avec Cimetière, en fait je vais le reprendre et je vais le lire dans une lecture un peu plus rapide.
parce que vraiment j'en suis lasse en fait de ces descriptions de Stephen King. C'est dommage parce que je l'avais bien aimé dans Marche ou crève, donc il a écrit ce roman sous le pseudonyme de Richard Bachman, mais là ça fait 2 romans de Stephen King, donc ça et Cimetière, que j'ai vraiment du mal parce que il y a trop de descriptions quoi, il y a beaucoup trop de choses qui traînent, qui font ralentir un peu la lecture, même si c'est très important pour mettre en place l'atmosphère, l'ambiance très pesante, très stressante. Ah, ça vous casse le fil en fait, l'élan que vous avez dans votre lecture, ça vous freine énormément et ça m'énerve. En tout cas, l'ambiance du roman est vraiment son point le plus fort, je dirais, parce que on a vraiment ce côté de on vient d'emménager dans une maison dont on n'est pas encore bien posé, elle est encore un peu étrangère à nos yeux, l'atmosphère elle nous plaît pas. Il y a quelque chose de particulier aussi avec les voisins, il y a quelque chose de particulier avec ce cimetière. Il y a vraiment ce côté de on sent qu'il va se passer quelque chose dès le début, on sent qu'il y a un truc qui va pas, qui cloche dans le paysage, même si le tableau est parfait, il y a une erreur quelque part, sauf qu'on sait pas où elle est. C'est un peu ça, cette sensation qu'on a qui s'installe dès le début et qui grandit au fur et à mesure, et il y a une petite mésange qui est juste là. Bref, je reviens. Et donc c'est vraiment cette atmosphère qui fait la force du roman, mais on a également tout ce côté des événements qui s'enchaînent après très très vite. C'est un peu la dégringolade. En fait, maintenant que j'y pense, ce roman on pourrait le voir un peu comme une pomme qui a commencé à pourrir. Vous voyez, des fois vous avez des fruits dans votre cuisine et vous voyez qu'il y a une pomme qui commence un peu à faire la tête, et au fur et à mesure en fait ça se propage en fait à toute la pomme. En fait ce récit c'est un peu ça. On a une famille qui arrive, donc une pomme toute belle, toute fraîche, tout ça, qui déménage, et on a ce premier point qui vient frapper cette famille, ce premier événement un peu délicat et pas sympa du tout. Et donc on a cette première touche de pourriture qui vient prendre la pomme, et ensuite au fur et à mesure du récit ça se propage et ça se propage jusqu'à ce que la pomme ne soit plus bonne. C'est pas pour dire que le roman du coup il est pas bon à la fin, au contraire, en fait c'est vraiment pour vous illustrer que dès qu'on a cette petite touche d'horreur qui vient toucher la famille, ça touche après chaque membre en fait un par un, et ça, je sais pas, ça s'enchaîne après et on peut pas l'éviter. C'est ça qui était aussi très intéressant à découvrir dans ce roman et à voir, à être témoin de ça, c'est qu'on peut pas empêcher ce qui va se passer. On sait que de toute façon, de toute manière, ça va se faire terminer mal pour tout le monde, mais c'est intéressant de voir aussi par quel chemin passait l'auteur pour arriver à ce résultat. Si vous avez vu la première adaptation ou même la toute dernière et que vous voulez rentrer avec un peu plus de profondeur dans l'histoire, je vous conseille quand même le roman, même si voilà, il faut s'accrocher, c'est un pavé qui fait... il fait combien de pages déjà celui-là? Il fait 634 pages, donc voilà, je crois que c'est encore moins que le premier tome de ça. Et donc il faut s'accrocher parce qu'il y a quand même pas mal de descriptions qui sont pas forcément utiles à l'avancement de l'histoire, mais qui sont utiles pour mettre en place cette ambiance dont je vous ai parlé. Donc en tout cas, si vous voulez lire, bon courage. En prévision de cette update lecture cet après-midi, j'ai lu ce matin, j'ai pris des romans qui traînaient depuis un petit moment dans ma pile à lire, qui étaient assez courts à lire, et je les ai lus ce matin pour vous les présenter du coup en 4e œuvre de cette update lecture. Alors il s'agit donc d'un recueil de nouvelles et une petite nouvelle qu'un auteur que vous avez déjà vu passer sur la chaîne m'a envoyé. Il s'agit de Arnaud Nicklaus et il m'a invité à découvrir donc une première nouvelle qui s'appelle La guerre des clowns, qui fait 17 pages à peu près, et un recueil qui s'appelle Les brumes du labyrinthe. Donc là aussi pas mal de nouvelles, et ça c'était mon téléphone qui vient de vibrer. Et donc je les ai lus ce matin, et c'est vrai que j'aurais pu les lire plus tôt parce qu'ils étaient très courtes. Comme ils sont assez courts, je vous les présente en même temps. Je vais commencer par celle que j'ai lu en premier qui s'appelle La guerre des clowns. Cette petite nouvelle, c'est marrant parce que juste, elle n'a pas de couverture, mais elle m'a fait penser à Jardin d'horreur de Michel Quint. Donc est-ce que je l'aurai là pour vous le montrer? Parce que pour ceux qui ne le visualisent pas, Jardin d'horreur c'est quelque chose par rapport à des... pendant l'occupation allemande, ils ont capturé des résistants, et ils les interrogent. Et en fait, la couverture, c'est un clown triste. Et du coup, à chaque fois que je vois la guerre des clowns, je m'imagine cette couverture. Voilà, c'était juste la petite parenthèse avant de commencer. La guerre des clowns, donc en 17 pages, on a donc une héroïne qui avance dans un monde qui a l'air désert. On apprend que donc il y avait des clowns
qui étaient très souriants et qui sont devenus des assassins, des meurtriers sanguinaires, des sortes de zombies monstrueux, et elle les traque. Voilà, ça s'arrête là, elle en traque un en tout cas parmi cette dizaine de pages et elle le tue. Point, ça s'arrête là. C'est un tout petit peu dommage parce que j'aurais bien aimé, voilà, c'est comme pour toutes les nouvelles que je lis, là pour le coup j'aurais bien aimé que l'auteur en fasse un roman parce que je pense qu'il y a beaucoup plus de choses à exploiter dans cette petite nouvelle. Et parce qu'on a ce côté de aventurière, vous savez, qui est aventurier qui comprend pas forcément qu'est-ce qui s'est passé dans ce monde, pourquoi elle sait ce qu'elle doit faire, mais elle a du mal quand même à le comprendre. L'un des grands points de cette nouvelle, c'est qu'on a un juste équilibre entre horreur et grotesque, entre morbide et comique. On a vraiment ce balancement entre chaque page où d'un côté on va avoir un élément hyper gore et d'un autre côté un élément hyper grotesque en fait. C'est un peu, je pense que c'est un peu pour illustrer ce côté de clowns en fait qui ont tourné en monstres. Ça me rappelle bien sûr ça. Mais là on a ce côté un peu de clown badaud qui était très très drôle et d'un coup qui se retrouvent en fait monstrueux, bavants, qui ont des dents acérées mais ils savent pas ce qui leur arrive en fait. C'est un peu ce côté là de grotesque, c'est hyper monstrueux mais il y a un détail en fait vous avez envie d'exploser de rire. Un autre point un peu particulier de cette nouvelle que j'ai aimé, c'est qu'en fait au fur et à mesure de la lecture, l'héroïne elle sait qu'elle doit traquer voilà, ce clown monstrueux et qu'elle doit le tuer. Ça c'est très clair pour elle. Mais il y a un point qu'elle a du mal à comprendre et qu'elle cherche désespérément à savoir pourquoi ces clowns sont devenus comme ça, pourquoi c'est des vrais monstres, pourquoi c'est des zombies ambulants, pourquoi le monde est devenu comme ça. On a ce côté d'incompréhension de sa part qui est très touchante. J'ai eu l'impression que ce côté de l'héroïne qui n'arrivait pas à comprendre ce qui se passait chez les clowns, qui n'arrivait pas à comprendre, à encaisser la part de monstruosité des clowns, j'ai eu l'impression que c'était une sorte de métaphore de la part de l'auteur pour désigner, vous savez, l'enfant qui grandit, qui est hyper naïf, qui trouve voilà, que la vie c'est bien, c'est rigolo, c'est léger, et en fait quand il grandit, qu'il découvre le monde adulte, il a du mal à le comprendre. Il veut pas forcément le comprendre, il a du mal à encaisser le choc en fait de la réalité, et j'ai eu cette impression en fait dans la nouvelle où l'héroïne elle avait cette part de naïveté enfantine et le clown ça représentait quelque chose d'inconnu, de monstrueux, qu'on essaye de comprendre mais on n'y arrive pas. Et c'est ça que j'ai ressenti pour la nouvelle, donc je ne sais pas du tout si c'était le but de Arnaud Nicklaus, mais moi c'est comme ça que je l'ai perçu. Et bien sûr, je ne le recommande pas pour ceux qui n'aiment pas les clowns. Quelques mots sur ce recueil avant de vous laisser. Donc Les Brumes du Labyrinthe, on a 5 ou 6 nouvelles. On a 8 nouvelles et... Oui, on a 8 nouvelles, j'ai eu un petit bug, désolée. Donc 8 nouvelles qui mettent en place des scènes très morbides, très sombres, très tristes, très mélancoliques qui en fait, donc ils abordent différents thèmes, la mort, le viol, le meurtre, pas le cannibalisme non mais... Voilà, les tueries, le sang, des choses très lourdes, très sombres. L'autre chose qui caractérise ces nouvelles, c'est un déclic, un petit détournement de situation à la fin, pas de toutes les nouvelles, mais la plupart. Et c'est un truc que j'ai adoré retrouver, où en fait on commence l'histoire donc avec quelque chose qui est mis en place, on nous raconte un truc, et à la fin, il y a ce côté de twist en fait que j'aime beaucoup. On s'y attend pas du tout, on le sent peut-être un peu venir pour certaines nouvelles, mais on s'y attend pas du tout, j'adore. C'est quelque chose que je pensais pas retrouver juste pour des nouvelles, pour les histoires d'accord. Mais pour des nouvelles, c'était vraiment super de la voir. Je vais pas vous citer, bien sûr, vous parler de toutes les nouvelles, mais il y en a une qui m'a particulièrement touchée, c'est Économe. Même si je ne sais pas du tout comment l'auteur veut qu'on prononce ce mot, moi à chaque fois je vois économe. Et donc ça raconte l'histoire d'un vieillard qui habite dans une maison perdue dans la forêt. Et il va recevoir la visite de 2 jeunes hommes. Et il va leur raconter une histoire. Et cette histoire en fait c'est celle d'un garçon qui est arrivé de la ville pour s'installer à la campagne pour devenir vétérinaire. Donc voilà, sa vie elle est prospère, tout ça, les affaires marchent bien jusqu'au jour où on l'appelle pour un troupeau de vaches qui a été entièrement décimé. C'est un vrai carnage, il y a du sang partout, bref. Et il n'arrive qu'avec une seule conclusion face à ça, c'est qu'il y a une bête sauvage qui rôde dans les bois.
Donc évidemment il y a une battue qui est organisée, tout ça pour la trouver. Lui il rentre chez lui et il entend du bruit vers sa maison et il s'aperçoit en fait qu'il y a quelque chose dans sa cave. Et c'est quelque chose sauf que ça parle, ce truc en fait. Il sait pas ce que c'est un espèce de sanglier un peu bizarre, un peu monstrueux et il va l'appeler Ecommon. Et donc il va s'occuper de cette bête qui apparemment qui a 2 bouches remplies de dents, qui a 3 yeux rouges, enfin, c'est un truc monstrueusement grotesque. Et il va s'en occuper, tout ça, il va lui donner à manger avec des animaux morts. Comme il est véto, c'est pratique. Jusqu'au jour où en fait lui va mourir. Et l'histoire s'arrête là. Et je sais pas si je vous raconte la suite. Mais voilà, vous vous en doutez, ça s'arrête pas là, il va se passer des choses. Et voilà, la page qui suit, on apprend le truc et c'est juste... Waouh. On s'y attendait pas vraiment. Arnaud Niclot, j'aime bien sa plume parce qu'on a ce côté un peu de morbide, mais avec une touche d'humour. Pas d'humour noir, mais ce côté un peu plus grotesque en fait, face à une horreur absolue. Et j'aime beaucoup en fait, et j'aimerais bien découvrir voir ce qui nous réserve d'autre. Même si vous n'avez pas trop l'habitude des histoires d'horreur, je vous conseille quand même ce petit recueil parce que c'est léger en fait, c'est très léger, ça vous prend pas le moral, il y a ce côté un peu de miroir, de paroi que tout le côté comique en fait vient créer entre l'horreur et nous. Et ça j'ai bien apprécié parce que je l'ai ressenti que vers le milieu en fait. Je m'en suis aperçue que vraiment dans l'histoire dans toutes les histoires pardon, que Arnaud Niclot nous fait dans ce recueil, je vais y arriver, en fait on est témoin en fait de l'horreur des personnages, de ce qu'ils ont vécu, de ce qu'ils font. Mais on s'en fiche en fait. Je sais pas, il y a ce côté de détachement, peut-être que c'est juste pour moi, mais j'ai lu ce livre d'une manière hyper détachée, donc quand ils ont parlé de viol, de meurtre, de choses abominables, j'étais d'accord, c'est bien. J'ai enfin terminé de vous tourner cette belle lecture. Ma voix elle m'a un peu lâchée sur la fin, je suis désolée si ça s'est entendu. Une petite parenthèse aussi avant de clore cette vidéo. Je me suis tapé un fou rire de 5 minutes au début de la vidéo, mais vous le verrez que pour le pâtissier. Voilà, je voulais juste le dire parce que c'est la première fois que ça m'arrive et je sais même pas pourquoi j'ai rigolé. Je pense que c'est le côté un peu cœur d'encre. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à cliquer sur la cloche juste en dessous pour être prévenu de nouvelles vidéos. Je vous dis à bientôt et vous souhaite une très bonne lecture.